Le pays de la Corée sortait de 40 ans de domination par le Japon impérial et était en train d'être divisé entre les forces communistes au nord et les forces nationalistes au sud. La nation a été divisée au 38e parallèle. Au sud, les États-Unis gardaient peu de conseillers militaires. Les soviétiques dominaient la moitié nord, qui était remplie de soldats coréens communistes ayant tout juste aidé les forces de Mao Zedong à prendre le contrôle de la Chine. Le 25 juin 1950, la Corée du Nord, soutenue par l'Union des républiques socialistes soviétiques et la Chine, a envahi la Corée du Sud. Les États-Unis ont convaincu le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies de créer un commandement des Nations Unies, ou commandement des Nations Unies pour défendre la Corée du Sud sous la direction des États-Unis et du général Douglas MacArthur. Le général MacArthur a planifié une attaque amphibie brillante à Incheon pour reprendre le Sud. Incheon, port de Séoul à 29 km à l'intérieur des terres, était le site de débarquement le plus proche de la capitale et du centre de communication. L'histoire de la guerre prouve que 9 fois sur 10, une armée a été détruite parce que ses lignes de ravitaillement ont été coupées. Nous allons débarquer à Incheon et je vais les écraser. Les chefs d'état-major interarmés à Washington doutaient bon de son plan, mais le pari de MacArthur a porté ses fruits. L'assaut de Darien a été un immense succès. Le 23 septembre, la Corée du Nord battait en retraite depuis le périmètre de Pusan, et le 29 septembre 1950, MacArthur déclara « Par la grâce d'une providence miséricordieuse, nos forces combattant sous l'étendard de ce plus grand espoir et inspiration de l'humanité, les Nations Unies, ont libéré cette ville ancienne de Séoul. » L'offensive de Incheon a réussi à repousser les Nord-Coréens au-delà du 38e pour les 38e parallèle. Mais à la fin du mois de novembre, les attaques de toutes les forces chinoises ont frappé les unités du commandement des Nations Unies. Les soviétiques ont soutenu toutes les batailles aériennes sur le territoire communiste, obligeant les forces de l'Organisation des Nations Unies en Corée du Nord à céder, ce qui poussa MacArthur à ordonner un repli. Fin décembre, un nouveau commandant sous MacArthur a pris la tête de la 8e armée éprouvée, le général Matthew Ridgway. Il a ordonné confiance à ses troupes en envoyant les officiers au front et hors des postes de commandement. Sous les ordres de Ridgway, la 8e armée infligea de lourdes pertes à l'ennemi et reprit Séoul en mars 1951. Lorsque MacArthur fut relevé de son commandement par Truman en avril, Ridgway fut promu général d'armée et prit le commandement des forces de l'Organisation des Nations Unies. En août 1953, avec la fin des hostilités en Corée, Ridgway devint chef d'état-major de l'armée sous le président Eisenhower. À ce poste, on lui demanda d'évaluer pour Eisenhower les besoins d'une intervention militaire américaine au Vietnam. La conclusion de Ridgway était qu'un engagement massif serait nécessaire pour atteindre les objectifs du pays au Vietnam, un engagement si important qu'Eisenhower décida de ne pas intervenir. En fait, durant les années 50, l'expansion militaire due à la guerre froide était axée sur la puissance aérienne et la supériorité nucléaire, au point que les forces conventionnelles commencèrent à souffrir d'un équipement obsolète et de budget réduit. Mais les progrès dans les outils de la guerre conventionnelle ne se sont pas arrêtés. Le char M60 doté d'un canon de 105 mitres est entré en service en 1960. L'armée a également élargi son utilisation des hélicoptères, qui avaient déjà prouvé leur valeur en Corée et allèrent de nouveau le faire au Vietnam. Et l'armée a également tiré parti des améliorations dans la technologie des communications et, finalement, des ordinateurs. Ces changements technologiques arrivaient dans le cadre de la course à l'espace. L'armée avait aussi un rôle ici. Plusieurs des premiers astronautes étaient un diplômé de l'Académie militaire des États-Unis à West Point, notamment Frank Borman, le premier homme à orbiter autour de la Lune, Buzz Aldrin, le deuxième homme à marcher sur la Lune, et Edward White, le premier Américain à effectuer une sortie dans l'espace.
Avec la hausse des dépenses de défense dans les années 60, les décideurs cherchaient où réduire les coûts. Le secrétaire à la Défense, Robert McNamara, a cherché à réduire la taille des forces de réserve, qui semblaient ni plus coûteuses que leur valeur. Malgré la résistance au Congrès et ailleurs, un compromis trouvé en 1967 a permis d'atteindre la plupart des objectifs de McNamara. Les réserves ont conservé leurs unités de soutien et d'entraînement, mais ont perdu toutes leurs brigades de combat sauf 3, leur effectif total étant réduit à 260 000. La garde nationale est restée à 400 000 hommes. Pour renforcer les forces régulières au Vietnam, comme pendant les 2 guerres mondiales et en Corée, les États-Unis ont utilisé la conscription du service sélectif. Le premier grand conflit de la guerre du Vietnam fut la bataille de Ia Drang, qui commença avec la bataille à la zone d'atterrissage X-Ray. La semaine précédente, Thanksgiving, en 1965, l'armée américaine s'est retrouvée face à face avec l'armée nord-vietnamienne pour la première fois. Ce fut une bataille qui mènerait à l'attribution de 3 médailles d'honneur distinctes. Les régiments de l'armée nord-vietnamienne ou armée nord-vietnamienne avaient tenté de détruire un camp des forces spéciales américaines et la première division de cavalerie les poursuivait. Le 14 novembre 1965, cette poursuite mena le 1er bataillon du 7e régiment de cavalerie dans la vallée de la Ya Drang lors d'une mission de recherche et de destruction. Le commandant de bataillon, le lieutenant-colonel Hal Moore, entra le premier dans la vallée avec des membres de sa compagnie Bravo. 16 hélicoptères ont acheminé la compagnie Bravo vers la zone X-Ray au nord-est du mont Chupong. Ils devaient sécuriser la zone d'atterrissage et attendre les compagnies Alpha, Charlie et Delta du bataillon. Vue du ciel, la zone d'atterrissage X-Ray semblait plate et dégagée. Au sol, c'était différent. La zone d'atterrissage était couverte d'herbes à éléphants, pouvant atteindre 1,50 m de haut, parfaite pour dissimuler des soldats ennemis. D'immenses tamaans termitières partout couvraient pour la zone, assez peu grande pour abriter des unités armées. Le colonel Moore savait que l'ennemi était présent dans cette zone. Ce qu'il ne savait pas, c'est que 3 régiments de l'armée nord-vietnamienne étaient rassemblés à proximité. Bien plus de soldats que la seule compagnie qu'il avait pu amener ici. Les Américains ont compris la taille des forces ennemies quand le premier peloton de Bravo a trouvé un déserteur de l'armée nord-vietnamienne non armée. Lorsqu'il a été interrogé, il a déclaré qu'il y avait 3 bataillons de l'armée nord-vietnamienne sur la montagne Chupong et qu'ils étaient impatients de tuer des soldats américains. Alors que la compagnie Bravo intensifiait sa recherche d'unités ennemies, la compagnie Alpha, comprenant le chef du 2e peloton d'Alpha, le lieutenant Joe Marm, a atterri et sécurisé la zone d'atterrissage. Le premier peloton de la compagnie Bravo a été attaqué par une force ennemie d'à peu près la même taille, un peu après midi. Pris en tenaille, le peloton a demandé de l'aide par radio. Le bataillon du colonel Moore était violemment attaqué sur toute la zone d'atterrissage X-Ray. Le 5e transport aérien du jour, avec le reste de Charlie et les premiers de Delta, n'a pu poser que la moitié de ses hélicoptères. Les tirs de mortier, de roquettes et de mitrailleuses étaient aussi intenses que le colonel Moore a ordonné par radio aux hélicoptères restants de ne pas atterrir. Ils ont subi des attaques toute la nuit, mais des unités du 1er et du 2e bataillon les ont rejoints le lendemain. Au Vietnam, l'armée et son général commandant, William Westmoreland, ont été forcés de combattre sous des restrictions strictes. Ils ne pouvaient pas frapper les bases ennemies au Laos, au Cambodge, ni entrer au Nord-Vietnam. Westmoreland pensait que les États-Unis pouvaient user les Nord-Vietnamiens par l'attrition, en utilisant la puissance de feu et la mobilité supérieure de l'armée pour s'assurer que les pertes les plus lourdes soient infligées à l'ennemi. À la fin de l'année 1967, il semblait qu'il avait raison. La dynamique de la guerre semblait favoriser les États-Unis. Mais l'offensive du Tet, qui a commencé le 30 janvier 1968, a changé l'attitude du public envers la guerre.
Sur le plan tactique, les forces américaines et sud-vietnamiennes ont vaincu les assaillants Viet Cong et nord-vietnamiens. Mais l'impact politique fut dévastateur. Le public avait été amené à croire que l'ennemi communiste était incapable de lancer une attaque aussi massive, étendue et organisée que l'offensive du Tet. Ils ont réagi avec choc et méfiance, refusant de croire que l'assaut avait réellement été une défaite pour l'ennemi. Le soutien public à la guerre a encore chuté. Westmoreland a été remplacé par le général Creighton Abrams en tant que commandant au Vietnam, mais il a ensuite servi comme chef d'état-major de l'armée jusqu'en 1972. Bien que la guerre se soit prolongée, ce soutien n'est jamais revenu. Au départ de l'armée du Vietnam dans les années 1970, elle était à son niveau le plus bas. Les tensions raciales, la dépendance à l'héroïne et le désir désespéré de ne pas être le dernier homme à mourir au Vietnam avaient tous porté un coup dur à l'armée. La discipline était terrible. Le moral était encore pire. La fin de la guerre ne signifiait pas la fin des problèmes, mais supprimer la conscription et instaurer une armée entièrement composée de volontaires allait s'avérer une étape importante dans la bonne direction. Une armée de volontaires serait mieux payée et traitée, tandis que les soldats issus de la conscription pouvaient être affectés à des tâches subalternes et non militaires, ce qui nuisait au moral. Une force plus petite et mieux rémunérée ne pouvait se permettre de gaspiller ses combattants qualifiés. Cela signifiait certes moins de soldats. Pour voir plus de nos documentaires historiques, aimez, partagez et abonnez-vous.